Bienvenue à cette seconde partie de notre rendez-vous avec l'Autorité des marchés financiers et bienvenue à celles et ceux qui n'ont pu se joindre à nous ce midi. Nous avons eu droit à des discours très inspirants et je vous rappelle qu'ils seront disponibles sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours. C'est maintenant l'heure de notre panel intitulé « Le secteur financier en mode solution ». Sous l'animation de Diane Bérard, journaliste et chroniqueuse d'expérience, nous accueillons nos 4 finalistes dont les biographies complètes sont sur notre site Web. Madame Geneviève Fortier, Patrick Barbeau, Janie Beek et Andrew Krigler. Bon panel. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis extrêmement heureuse et privilégiée d'être ici cet après-midi. Alors, je souhaite commencer le panel par des réflexions à vol d'oiseau. Je ne crois pas me tromper en disant que chacun et chacune dans la salle se questionne par rapport à l'avenir. À quoi va ressembler le monde dans lequel nos enfants et nos petits-enfants vont vivre? Je pense que ça nous préoccupe toutes. Est-ce qu'on va arriver à trouver assez rapidement les solutions aux enjeux climatiques, éthiques et financiers auxquels on est collectivement confrontés? Cet après-midi, on a la chance d'avoir un panel de grande qualité. Des panélistes d'expertise, mais des panélistes qui ont une sensibilité aussi. Je pense qu'on va avoir besoin autant d'expertise que de sensibilité pour passer à travers les crises. Donc, ensemble, ils représentent différentes facettes du secteur financier et avec eux, on va jeter un regard sur 3 thèmes: les changements climatiques, la transformation numérique et l'éducation financière. Donc, on va commencer par le premier thème, les changements climatiques. Je vais m'adresser d'abord à Geneviève. Bonjour Geneviève. Bonjour Diane. Bonjour Geneviève, j'aimerais savoir à quel type de leadership climatique on devrait s'attendre de la part des dirigeants du secteur financier, mais aussi des membres du conseil d'administration des secteurs financiers. Belle question pour commencer. Moi, je dirais en tant que dirigeant, peut-être dans un premier temps, on va commencer par cadrer cet aspect-là. Moi, je trouve ça très important que minimalement, on joue et on assume, dans le fond, la responsabilité qu'on a, que les investissements qu'on fait se fassent de façon responsable. C'est un levier extraordinaire, évidemment, quand on investit dans différentes entreprises, quand on place nos sous, de pouvoir s'assurer que la chaîne de responsabilité se rend jusqu'à nos investissements. Ça m'apparaît comme la clé de base pour être capable de commencer à parler de changement climatique. Un deuxième élément, je pense, sur lequel on a du levier comme dirigeant du secteur financier, c'est notre propre engagement dans les organisations qu'on dirige, dans les organisations qu'on pilote, à réduire nous-mêmes nos émissions de carbone de portée 3, donc celles qui touchent l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Quand on regarde l'impact des entreprises qu'on dirige et qu'on regarde effectivement toute la chaîne d'approvisionnement, tous les partenaires qui font partie de l'écosystème, on réalise qu'à partir du moment où on entretient cette conversation-là, il y a plein de gestes qu'on peut poser. Et si on est sérieux par rapport aux cibles ambitieuses qu'on se fixe comme organisation dans la société, bien, on réalise qu'il va falloir se rendre aux émissions de gaz à effet de serre de portée 3. Si on ne s'arrête qu'aux 1 et 2, on n'y arrivera pas. Je dirais aussi que si je l'amène, dans le fond, du côté du secteur des assurances, évidemment, on a un rôle important à reconnaître que la modélisation sur laquelle on a construit, dans le fond, la tarification sur laquelle on a construit les primes qu'on charge à nos membres assurés, c'est un peu du passé, en fait. L'ensemble des hypothèses avec lesquelles on travaillait sont rendues extrêmement difficiles pour refléter les hypothèses de fréquence, de sévérité. Et donc, il faut se réinventer. Et on peut se réinventer tous individuellement, puis ça va prendre juste plus de temps, ou on peut commencer à partager un peu plus collectivement ce qu'on voit, notre lecture de comment les indicateurs doivent changer, puis on risque d'y arriver plus facilement. M. Ouellet l'évoquait un peu plus tôt aujourd'hui, c'est juste en réclamation cette année. Le Canada a remboursé 3 milliards, dans le fond, de sinistres. Alors, je pense qu'on commence à parler de chiffres qui sont significatifs. Si je saute un peu du côté des conseils d'administration, des administrateurs, la question des changements climatiques, elle est complexe. C'est une question que si on avait déjà la réponse, on l'aurait déjà résolue. C'est une question qui est complexe, une question qui va rester avec nous pour encore très longtemps. Alors moi, je pense que c'est extrêmement important que les administrateurs s'investissent dans l'acquisition de connaissances pour bien comprendre ces enjeux-là, bien comprendre jusqu'à quel point ils ont des ramifications
sur nos modèles d'organisation, sur la façon de garder nos organisations rentables également, pour qu'on soit capable de continuer à offrir des produits, l'accès à ces produits-là aux membres assurés. Donc, je dirais que on a parlé de littératie financière tantôt sur l'heure du lunch. Si on pousse ça un petit peu plus, il y a de la littératie climatique aussi. Et il faut que l'ensemble des conseils s'investissent dans ça. Alors moi, je conclurais dans le fond peut-être mon intervention sur ça en disant, on a un rôle comme dirigeant, il y a un rôle pour les administrateurs à jouer autour de la transformation climatique. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on se mette tous en action. Et je sais qu'on a tous l'impression d'être en action. Il faut se poser la question de dire jusqu'où on est en action, puis jusqu'où on utilise les leviers qu'on a pour se rendre à l'ensemble des parties prenantes avec lesquelles on transige. Je retiens aussi, Geneviève, la portée 3. Oui. Donc, même si c'est surtout en Europe qu'on en entend parler, la portée 3, ça s'en vient ici. Donc, la conscientisation dans la littératie environnementale qu'il faut prendre connaissance, prendre conscience et assumer la portée 3. C'est ce que j'entends là dans ta réponse. Absolument. Alors, OK. tu sais, moi, quand je prends l'exemple, entre autres, d'un assureur, Ouais. quand on regarde, dans le fond, l'ensemble des parties prenantes avec lesquelles on transige pour réparer des véhicules, réparer des maisons, on réalise qu'on peut bien, nous, prendre un engagement par rapport à la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de nos opérations, celles qu'on contrôle, mais on a un levier important avec ces joueurs-là pour dire ensemble, on va y arriver. Ouais. Puis on a une responsabilité collective de dire jusqu'à quel point on recycle ce qu'on fait dans la chaîne d'approvisionnement où on passe notre temps à travailler avec des pièces neuves. Donc, il y a vraiment une réflexion qui va au-delà de De l'organisation, mais sa chaîne. On parle d'une chaîne. Une chaîne, oui. Patrick, il n'y a rien de nouveau à ne pas pouvoir prédire les ouragans, les tempêtes, les vents violents. Hein? C'est des événements impromptus et malheureux. Mais on s'aperçoit qu'avec les changements climatiques, la fréquence et la gravité de ces événements extrêmes augmentent. Et là, on sait, c'est clair que c'est les assureurs qui ont été sur la ligne les premiers à observer ça. Comment Intact y répond à ça, à cette aggravation, cette fréquence-là des événements extrêmes? Bonne question. Et je pense, Geneviève, tu vas être d'accord qu'effectivement, on a été sur la ligne de front en tant qu'assureur avec nos clients face au changement climatique ces dernières années. En fait, pour Intact, les inondations importantes de 2013, là, si on se rappelle qui avaient frappé les régions de Calgary et de Toronto, ont été un catalyseur de changement important chez Intact. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on a dû transformer nos opérations pour assurer qu'on puisse continuer de protéger nos clients de manière durable à travers le temps à cause de la vitesse à laquelle les changements climatiques opéraient. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est on a tiré parti de l'intelligence artificielle pour améliorer notre modélisation des risques climatiques. On a dû accroître notre expertise climatique, puis aussi en matière de géolocalisation et de cartographie. Deuxièmement, on a investi massivement dans la chaîne d'approvisionnement. Parce que quand la demande augmente rapidement suite à des événements catastrophiques ou à une fréquence d'événements catastrophiques comme on a vécu en 2023, d'être capable de répondre à la quantité de demande qui survient à ce moment-là est importante. Et finalement, on a aussi redessiné le produit. Les risques augmentaient, le produit n'était pas nécessairement adapté aux nouveaux besoins des clients. Puis on a entre autres lancé un nouveau produit pour l'inondation, un peu partout dans l'industrie d'ailleurs, pour couvrir ces nouveaux risques-là. Par contre, la tendance s'accélère. Si on a besoin d'un nouveau plan, présentement, on prépare un plan pour être capable de faire face à un scénario d'augmentation des températures planétaires de 3 à 5 degrés, ce qui est beaucoup plus élevé que le 1,5 qui est visé par la majorité des gouvernements. Mais le fait est que le Canada se réchauffe environ 2 fois plus vite que la moyenne de la planète. Puis les statistiques sont assez inquiétantes. Si on regarde les mois de juillet des 5 dernières années, juillet 2019, juillet 2020 jusqu'à juillet 2023, c'est les 5 mois qui ont enregistré les plus hautes températures sur la planète des 200 dernières années. Donc, ce que ça veut dire, c'est que chez nous, on prévoit que les catastrophes naturelles pourraient augmenter d'environ 50 % au cours seulement des 15 prochaines années. Donc,
À partir de là, il faut continuer à investir, oui, en adaptation, comme on le fait dans les dernières années, en recherche via notre centre intact d'adaptation au changement climatique, mais il faut vraiment se tourner notre attention vers la transition énergétique. Puis de ce côté-là, on mise sur 4 grands volets, en fait. Le premier, c'est de s'engager nous-mêmes à atteindre le zéro émission nette, incluant de type 3 au cours des prochaines années. Mais d'utiliser aussi notre plateforme pour influencer les comportements, parce qu'on rejoint énormément de gens via nos intermédiaires de marché, nos clients. Puis aussi de soutenir les entreprises qui sont primordiales ou essentielles à la transition, via nos produits, via nos portefeuilles d'investissement. Mais globalement, on ne peut pas, personne, gagner cette guerre-là seul. Donc, la collaboration avec les gouvernements, on intensifie notre implication de ce côté-là aussi. Je me souviens, vous mentionnez le 3 degrés. Je me souviens, il y a 6 ans, j'étais dans une conférence et alors que tout le monde parlait du 1,5, il y avait un assureur européen qui avait sorti des prévisions à 3 degrés et tout le monde était atterré puis disait, mon Dieu, mais il est fou, ça n'arrivera pas. Puis là, on est rendu aujourd'hui puis vous parlez de 3 à 5. Donc, moi, ça m'a frappé. Quand vous avez dit ça, je me suis revue en train de lire le rapport puis de dire, bien, ça n'a pas de bon sens. On espère vraiment qu'on peut accélérer la transition. Mais quand même, c'est important de le dire, là, que c'est super intéressant. Donc, Patrick parle de transition. Ça m'amène à vous, Janie. Donc, le fonds, et je veux parler de transition-développement durable. Donc, le fonds vise 12 milliards d'actifs en développement durable. Mes chiffres sont bons? Oui. OK. Donc, on parle de développement durable, mais depuis quelques années, on parle beaucoup plus de transition que de développement durable. Fait que j'aimerais ça que vous me donniez votre définition de la transition, puis comment le fonds va contribuer ou comme investisseur à cette transition-là, qui est totalement liée au changement climatique. Premièrement, on en a parlé beaucoup. Il y a des phénomènes en ce moment qui font en sorte que le monde est en train de changer de façon profonde. On parle d'intelligence artificielle, on parle de changement climatique, on parle d'attente des générations futures. Darwin disait, c'est pas le plus fort, le plus intelligent qui survit, c'est celui qui est le plus agile, puis c'est la même chose pour les entreprises. Ce ne sera pas les plus grosses, les plus riches, ça va être celles qui vont être capables de s'adapter à travers tout ça qui vont passer. D'où l'importance de prendre conscience que leur modèle d'affaires, ils doivent faire une transition. Mais cette transition-là doit se faire de façon juste. Ça veut dire qu'il faut garder en tête, au centre de tout ça, l'être humain, parce qu'une société, ce n'est pas des entreprises, c'est des êtres humains à la fin de la journée. 12 milliards, pourquoi 12 milliards? Ce n'est pas 12 milliards, c'est 12 milliards sur 18 milliards. Geneviève parlait de leadership. Pour nous, c'était important d'envoyer un message clair que toute la question de développement durable, de l'importance de faire cette transition-là dans les entreprises, pas de changer leur raison d'être, mais leur manière d'opérer est extrêmement importante pour nous. On parle de, M. Ouellet en a beaucoup parlé ce matin, de la quantité d'argent qui s'en va vers le développement durable. Les fonds de pension s'en vont là. Qu'est-ce qu'ils font? Bien, les fonds de pension cherchent des grandes entreprises qui vont avoir une empreinte carbone qui va être d'avenir. Et puis après ça, Geneviève en parlait, ces entreprises-là qui sont beaucoup des donneurs d'ordre, eux autres ont fait leur scope 1, ont fait leur scope 2, puis là, sont en train de se retourner dans leur chaîne d'approvisionnement pour le scope 3. Alors, qui est dans leur chaîne d'approvisionnement? Bien, c'est beaucoup les PME. Puis les PME, pour les PME, de faire tout cet exercice de scope 3-là, c'est vraiment pas évident. Nous autres, on a décidé que, comme on est beaucoup dans l'accompagnant, je vais en parler tantôt, on voulait comprendre ça impliquait quoi pour une PME au Québec, une entreprise qui a 100 employés, une place d'affaires, un produit, qu'est-ce que ça pouvait avoir de l'air, puis une entreprise là, qui pensait qu'elle était net zéro. Quand on s'est assis avec eux, c'était 7000 entrées dans un tableau Excel, juste pour être capable de regarder chacun des items d'où ils venaient. Fait que ce défi-là, aussi louable il soit, de dire on veut le scope 3, c'est pas évident. La préoccupation qu'on a, c'est que si ces entreprises-là, ces PME-là, sont pas capables de répondre aux besoins de réduire leur empreinte carbone, bien, ils vont éjecter des chaînes d'approvisionnement. Puis on sait qu'au Québec, notre tissu est beaucoup d'entreprises, c'est de la PME. 85% de nos emplois en privé sont dans de la PME. Donc, qu'est-ce qu'on fait, le fonds, à travers tout ça? Bien, c'est beaucoup
de la formation. On fait de la formation en entreprise. On parlait ce matin de la formation en littératie financière, comment rejoindre les gens. Nous autres, on fait de la formation en entreprise, puis une formation qui est adaptée à ton interlocuteur. Une formation qui permet aux gens de comprendre que si leur entreprise ne fait pas un pivot dans la manière dont elles opèrent, que demain matin, bien, elle va avoir de la misère à survivre, elle va avoir de la misère, elle va perdre ses clients. On fait de la formation aussi au niveau de l'équipe de direction parce que c'est des petites entreprises. Tu sais, ils ont, tu sais, quand tu regardes tous les défis, ils ont un délai avec la réglementation, la cybersécurité, la pénurie de main-d'œuvre, etc. Ils sont vraiment débordés. L'importance de leur expliquer facilement, de leur dire voici c'est quoi tes enjeux, puis regarde tes grands clients, là, ils ont publié leurs attentes au niveau du GES, des fois au niveau de la responsabilité de l'ESG. Puis il faut que tu commences à te mettre en mouvement parce que sinon tu vas avoir des enjeux. Donc, on fait de la formation, on fait de l'accompagnement, on aide à faire juste un plan d'action à haut niveau. On a une petite équipe qu'on prête, pas longtemps, mais juste le temps que les gens se fassent une tête sur par où le prendre. On a, au niveau du bras immobilier, on travaille beaucoup sur réfléchir sur comment bâtir plus vert, de façon plus durable, plus responsable, là, de comment, dans le contexte actuel, on veut avoir des édifices qui vont avoir une empreinte carbone réduite puis qui vont passer à travers le temps. On a créé une filiale en bioénergie, dont l'objectif est vraiment de stimuler la production de gaz naturel renouvelable. On sait que c'est une énergie de transition, on sait que c'est important de l'avoir. Et puis, une autre chose qu'on a faite, quand tu parlais de leadership, dans la vision qu'on a eue, c'était de dire 100 000 gestes d'impact. Donc, on a formé tous nos employés sur l'environnement et on leur demande, on a créé un logiciel et à chaque semaine, les employés rentrent des choses qu'ils ont faites pour protéger de l'environnement. Fait que ça a commencé par moi qui a passé... j'ai fait une vidéo pour leur dire tous les défauts que j'avais, puis ce que je voulais faire, mes résolutions de l'année, moi puis mon équipe de direction, mais on a vraiment fait un logiciel, puis on appelle ça 100 000 gestes d'impact. Donc, on veut que chaque employé, chaque mois, fasse toutes sortes d'affaires qu'il ne faisait pas avant. Fait que beaucoup, le leadership est extrêmement important dans cet enjeu-là. Puis le mot de la fin, pour moi, c'est que chaque geste compte. Puis, on est tous responsables dans la salle ici de faire quelque chose parce que ce n'est pas juste la responsabilité des gouvernements, c'est la responsabilité de tout le monde comme citoyen corporatif et comme citoyen de faire quelque chose pour adresser la crise des changements climatiques. Moi, ça me ramène le mot chaîne. Le secteur financier fait partie d'une chaîne. Tout à fait. Et dans cette chaîne-là, il faut que tous les maillons soient forts, sinon, ben, la chaîne se brise, puis la crise climatique, on n'en viendra pas à bout. En tout cas, on n'est pas à en venir à bout, on est à la mitiguer. Donc, mais je retiens beaucoup de vos conversations le principe de chaîne. Donc, on a des influences en amont, en aval, on fait partie de la chaîne et les décisions qu'on prend ou pas dans le secteur financier ont un impact sur l'économie. Autant les petits joueurs, les PME dont vous parlez, que les plus gros joueurs, que les citoyens. Le secteur financier a une influence incroyable. Tu sais, Ouais. quand on dit money talks, là, à la fin de la journée, si tu dis Sur l'argent s'en va là, ben, les gens vont s'aligner en fonction de tout ça. Il y a un lien évident important entre la crise climatique et ce que le secteur financier peut faire. Oui. S'il met son poids dans une direction, parce qu'on parle des flux financiers, donc si les flux vont dans un sens plutôt qu'un autre, des fois, on a de la difficulté à faire des liens, mais là, le lien est tellement évident. Je vais passer à Andrew. Alors, Andrew, l'OCRI est un organisme de réglementation qui cible les intermédiaires. Alors là, on va essayer de rentrer les intermédiaires dans ça puis de dire concrètement, là, le rôle des courtiers, des gestionnaires de portefeuille sur la contribution à la transition de l'économie québécoise et à la mitigation de la crise climatique. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'eux aussi jouent leur rôle? Merci et bonjour vous tous. Premièrement, je vais commencer en disant que deux choses. Premièrement, je commençais mon apprentissage en français quand j'avais 50 ans. Et, il faut saluer. Et je viens de Toronto. Donc, oui. Désolé. Mais le rôle des intermédiaires sont très importants. Parce que les changements climatiques sont un aspect de plus en plus important dans la prise de décision par les investisseurs. Et les intermédiaires qui les assistent et les conseillants doivent
leur permettre d'atteindre leur objectif financier en tenant compte de leur valeur. Mais tous les investisseurs n'ont pas les mêmes objectifs. C'est une réalité. Cela est vrai pour les individus, certainement, mais aussi pour les institutions. Le meilleur exemple serait celui des fonds de pension publics. Il suffit de comparer les décisions publiques prises par la Caisse des dépôts en matière de soutien à la décarbonisation et de sortie des investissements dans le secteur des énergies fossiles avec les déclarations de certains de ses pairs ailleurs du pays. Pour aider les clients, les intermédiaires doivent comprendre leur objectif. C'est assez facile pour les investisseurs institutionnels, mais cela devient souvent assez difficile pour les individus, car il n'est pas rare que des investisseurs veulent soutenir, par exemple, la décarbonisation, mais n'ont pas idée comment cet objectif peut se traduire dans l'équilibre de leur portefeuille. Nos règles exigent des courtiers qu'ils donnent à leurs clients la possibilité d'exprimer leurs besoins et leurs objectifs, c'est-à-dire ce qui compte vraiment pour eux. Mais durant nos inspections de conformité chez nos membres, nous ne voyons pas beaucoup de notes de conversation sur ces sujets, ce qui semble aller à l'encontre de ce que nous entendons de la part des investisseurs. Nous nous questionnons s'il n'y aurait lieu de faire plus, peut-être obliger les représentants à poser des questions bien précises. C'est toutefois un chantier qui devrait envisager plusieurs angles des échanges entre le client et son représentant. La question de la connaissance des représentants en matière de ESG est aussi un point important. En janvier, la revue Protégez-vous a d'ailleurs fait une enquête sur l'investissement responsable qui révèle certaines lacunes en matière de connaissance de ce secteur. Finalement, je dois également souligner que pour aider les investisseurs québécois à prendre des bonnes décisions, mes collègues de l'IMF jouent un rôle déterminant. Car c'est l'IMF, avec ses homologues, qui établissent les normes d'information que doivent respecter les entreprises publiques et les fonds des investissements. Les gens ne peuvent pas prendre des décisions éclairées s'ils ne disposent pas d'une bonne information. Cela signifie des règles qui combattent efficacement l'éco-blanchiment, mais qui en même temps n'imposent pas une charge de divulgation irréaliste aux PME, comme tu as dit. Donc, c'est évident que nous tous, les intermédiaires, l'OCRI, l'IMF, doivent soutenir les investisseurs québécois comme les décisions qu'ils prennent vont changer le système, changer l'économie et elles vont façonner l'évolution du changement climatique. J'entends deux choses dans ce que vous dites, Andrew. D'un côté, il y a effectivement l'investisseur qui a des préoccupations et qui devrait se faire poser des questions pour que ces préoccupations émergent et que l'intermédiaire puisse y répondre. Donc, pour ça, il faut que l'entrevue soit organisée de façon à ce que les questions soient incluses. Exactement. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin et est-ce qu'il y a une responsabilité de la part des intermédiaires de sensibiliser l'investisseur au fait qu'il pourrait faire ça. Donc là, on est une étape plus loin. Dans un cas, c'est l'investisseur qui est connaissant, puis l'intermédiaire ne l'est peut-être pas tant que ça toujours. Mais dans l'autre cas, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait plus de littératie environnementale, climatique de la part de l'intermédiaire pour qu'il l'évoque en disant, vous savez, dans un portefeuille équilibré, compte tenu de la situation, si vous ne voulez pas que certains investissements viennent nuire aux autres, il faudrait... Donc, est-ce que ça pourrait aller dans ce sens-là aussi? Oui, absolument. Je pense qu'il y a un besoin d'augmenter la capacité des intermédiaires par une augmentation de la formation continue, par exemple, ou par une cadre qui dit que le processus d'interviewer les clients doit être augmenté parce que
il y a un besoin de les deux côtés en même temps, parce que les investisseurs ne peuvent pas comprendre l'équilibre entre les bouts financiers et les bouts d'environnement. Donc, ce serait le travail de l'intermédiaire. Oui, exactement. Mais en même temps, on doit construire une base d'éducation pour les intermédiaires, pour les courtiers, pour les représentants, afin qu'ils puissent comprendre leur rôle aujourd'hui. Et qu'ils ont un rôle à jouer dans la transition en proposant des produits qui favorisent cette transition. Oui, et pour ça, ils doivent comprendre les nécessités de la transition verte. OK. Donc, c'est plus loin. C'est d'abord la sensibilisation à la nécessité de la transition, ensuite la sensibilisation à l'existence des produits financiers qui favorisent ça et inclure dans le questionnaire cette discussion-là avec... donc, il y a quand même un certain chantier, là. Exact. C'est clair, les étapes sont claires dans ce que vous dites. Vous ajoutez un autre bout à cette conversation. Exactement. OK, parfait. Bon, bien, excellent. On va pouvoir passer au deuxième thème, la transformation numérique. Donc, je vous donne un petit peu de contexte. Alors, on assiste à une multiplication des plateformes où les investisseurs prennent des décisions de façon autonome sans rencontrer un conseiller. Ensuite, il y a une ludification de l'investissement qui peut pousser les gens à prendre des risques. On a du fun, fait qu'on va prendre des risques. C'est un jeu. Ensuite, bon, les cas de fraude numérique se multiplient. À la fin 2023, il y a eu la faillite de FT qui a quand même ébranlé le monde de la crypto-monnaie et l'intelligence artificielle fait partie de l'équation. Donc, on brasse tout ça ensemble, puis on va commencer par Geneviève avec une question à 100 000 $. Geneviève, c'est quoi les principaux enjeux éthiques liés à l'intelligence artificielle quand on l'applique au secteur financier? Et deuxième question, pas plus facile, est-ce qu'il est possible pour les joueurs du secteur financier de collaborer ensemble pour le bien commun quand il s'agit d'appliquer l'intelligence artificielle, tout en leur permettant de profiter individuellement dans un monde compétitif des avantages de l'IA? Parce qu'il y a une question de bien commun, puis il y a une question de compétition. Donc, comment on équilibre tout ça? Y a-t-il une autre question? Non, j'en ai pas. Je pense que c'est assez difficile. 2, c'est assez. Merci. Puis je me sens très humble de savoir que notre innovateur en chef est dans la salle et qu'il a publié son rapport la semaine dernière. Alors, je vais tenter quelque chose, puis il pourra c'est vraiment... il pourra me challenger à la fin, mais en fait, je trouve que c'est un vaste terrain de jeu. Oui. Parce que là, quand on décide d'ouvrir la conversation sur le débat éthique qui entoure l'intelligence artificielle, on pourrait être assis longtemps ici. Fait que j'en ai choisi 3. Fait que peut-être un 4e si on a le temps, mais j'ai choisi 3 de ces défis éthiques-là. Puis il y en a plus. Puis il va falloir qu'on continue tout le monde à accroître notre littératie pour bien maîtriser ça éventuellement. Je trouve que le premier, en fait, quand on réfléchit aux organisations qui sont dans la salle, c'est le dilemme. Le dilemme qui existe entre la valorisation de la donnée. Dans l'ensemble de nos organisations, on a accès à une mine de données qui nous permettent de bien comprendre les besoins de nos clients, de nos membres assurés. Fait qu'on a le goût de valoriser cette donnée-là pour que ça nous bénéficie d'un point de vue affaires. Puis en même temps, on a le dilemme de protéger cette donnée-là. Donc, on est rompu à l'exercice de dire comment on doit collecter l'information, comment on doit obtenir un consentement éclairé, comment doit-on s'assurer que l'utilisation de la donnée est faite dans le bon esprit. Puis l'esprit qui doit prévaloir derrière ça, c'est l'esprit éthique. Fait que c'est un vrai dilemme de trouver la juste voie pour permettre, dans le fond, de trouver le juste équilibre entre donc la valorisation de la donnée et la protection de cette donnée-là. Vous avez évoqué tantôt les violations qu'il y a à la vie privée. Vous avez identifié les risques de vol d'identité tous les jours. Quand on lit, on s'aperçoit que ça continue à être le cas, puis les patterns se raffinent. Alors, il y a un vrai défi là, de non seulement trouver des solutions, mais je pense, moi, d'encadrer d'une certaine façon la façon dont on va gérer ce dilemme-là. Donc ça, c'est le premier dilemme que je mettrais sur la table. C'est le plus facile. C'est pas vrai. Le deuxième défi qu'il y a relativement à l'intelligence artificielle, c'est tout le défi de la transparence. Puis pourquoi je parle de défi de la transparence, c'est quand on regarde, dans le fond, les machines derrière l'intelligence artificielle, bien, on réalise que c'est pas toujours simple à comprendre. On a l'impression qu'il y a de l'opacité, on a l'impression qu'on n'arrive pas à comprendre ça en regardant ça au premier abord. Alors, il y a un défi
de continuer à bien utiliser l'ensemble des avantages reliés à l'intelligence artificielle, mais tout en s'assurant qu'on démocratise la compréhension de ces modèles-là pour que personne soit pénalisé, dans le fond, de la donnée qu'on entre dans les modèles d'intelligence artificielle. Hein, on parle souvent de l'output puis de l'input. Bien, ce qui sort de ce qu'on entre dans nos modèles va être aussi bon que ce qu'on va avoir entré dedans. Alors, à partir du moment où on entre des données qui sont biaisées, où on induit des biais systématiques dans la machine, bien, elle va nous ressortir ça au final. Fait qu'il y a aussi là un dilemme, un défi important de s'assurer qu'on comprenne bien ce qu'on souhaite arriver à faire avec les outils d'intelligence artificielle qu'on développe et la façon d'insérer la donnée de la bonne façon. J'utilise toujours l'exemple dans notre secteur, dans le secteur financier. C'est le client, ultimement, a le droit de comprendre pourquoi un prêt lui est refusé, pourquoi une assurance lui est refusée, pourquoi il va payer plus cher un tarif d'assurance. Puis, plus on avance avec nos modèles, plus on est capable de faire ça plus rapidement. Il ne faut pas perdre de vue qu'on doit continuer à être capable d'expliquer les raisons. Sinon, on désavantage ultimement la façon dont on traite le client. Le troisième défi que j'amènerais, c'est le défi qui est lié à la discrimination, qui est lié au biais. Je reviens un peu sur ça. On va même jusqu'à parler du biais d'hallucination. Fait que je vais vous donner quelques exemples de ça dans une seconde. Mais l'idée, c'est de dire que derrière toutes les innovations qu'on fait en intelligence artificielle, il y a des humains. Hein? C'est des humains, dans le fond, qui traitent cette information-là, qui peuvent avoir parfois leur propre biais ou qui, dans le fond, dans la façon de le faire, sont pas toujours sur des bonnes intentions. Et c'est là où, entre autres, je veux vous parler d'un exemple de défi éthique d'hallucination qui est assez intéressant. Et l'exemple le plus probant pour moi, c'est un avocat de New York, entre autres, qui préparait, dans le fond, le mémoire à être déposé en cours, qui a décidé d'utiliser ChatGPT pour aller chercher, dans le fond, les meilleures décisions de jurisprudence autour de ça. Et il y a 6 des sources, dans le fond, qu'il a présentées, qui avaient été inventées par le robot. Alors, et la façon dont le ChatGPT l'amenait, c'était de dire, bien, effectivement, ce sont 6 bonnes sources, et voici, dans le fond, de quelles sources elles proviennent. Et donc, l'ensemble de la démarche était faussé. Alors, c'est ce qu'on appelle, entre autres, l'effet d'hallucination. C'est d'avoir, dans le fond, accès à de la donnée qu'on croit probante. Et si on ne la croise pas avec d'autres sources pour se valider, bien là, on est devant un défi éthique important. On s'imagine un avocat qui va plaider sa cause en s'appuyant sur de la jurisprudence, et la jurisprudence est erronée. Alors, tu sais, ça vient en quelque sorte nous démontrer qu'autant l'intelligence artificielle peut nous amener vers des avancées incroyables, mais autant il y a des limites à ça et on ne pourra pas dénaturer le cerveau humain. Là. Il y a un moment donné où cette combinaison-là du cerveau humain et des avancées de l'intelligence artificielle va probablement nous permettre de trouver la juste ligne à définir au niveau de l'éthique. Puis le dernier que j'ajouterais, parce que je vois que j'ai encore un petit peu de temps pour le faire, mais le dernier que j'ajouterais, c'est le défi qui est relié à l'organisation du travail. Puis on le voit, on est tous à la recherche d'une meilleure productivité, on est tous à la recherche de construire des organisations performantes qui vont continuer à livrer le résultat qu'on attend. Puis on pourrait être attiré par le fait que la machine, l'intelligence artificielle peut remplacer plein de ces humains-là. Et moi, je trouve que la question éthique la plus fondamentale, c'est plutôt de dire comment l'intelligence artificielle peut augmenter l'intelligence humaine, peut augmenter la productivité humaine plutôt que de la remplacer. Et je ne pense pas qu'on a réglé encore cette question-là parce qu'on ne comprend pas encore jusqu'où l'intelligence artificielle peut nous amener, mais attendons pas de nous rendre là pour déterminer jusqu'où on va vouloir que cette combinaison-là continue de coexister. Alors, j'aurais pu continuer encore longtemps, mais vous irez lire le magnifique rapport qui a été produit par notre innovateur en chef et son équipe. C'est un extraordinaire rapport de 152 pages, si je me souviens bien. Alors, vous en aurez pour un bon petit moment à lire. Voilà. Vous parlez des biais, Geneviève, qu'on peut induire dans un système. Il y a plusieurs années, quand on commençait à jouer avec l'intelligence artificielle, entre autres dans les départements de ressources humaines, il y avait une grande entreprise qui avait utilisé un algorithme pour calculer les augmentations de salaire. Et systématiquement, les femmes avaient moins d'argent. Exact. Et là,
c'était sorti, ah, cette entreprise-là est super discriminatoire, mais c'est juste que l'erreur, c'est qu'il se basait sur l'historique. Donc, il disait, ben ça fait 20 ans que les femmes gagnent moins. L'historique, lui, il n'y avait pas de billet. Il disait, ben quand c'est une femme, je donne un moins gros salaire. Fait qu'il a fallu qu'il débranche l'algorithme du passé puis qu'il commence à aujourd'hui. Parce que sinon, ça aurait été comme ça toujours. Alors, c'était même pas un humain, c'est l'algorithme qui se basait sur le passé, puis le passé... Donc, quand on disait un petit peu plus tôt, il faut casser avec le passé, dans certains cas, peut-être que les séries historiques en intelligence artificielle ne sont peut-être pas la meilleure chose. Absolument. Donc, on continue avec la gestion du paradoxe. Mon conjoint travaille en sécurité de l'information, puis il me parle toujours du « need to know ». Puis il me dit toujours, Diane, les entreprises doivent apprendre le need to know. Elles doivent collecter les données dont elles ont besoin, contrairement à ce qu'on faisait avant, où on ramassait le plus d'informations possible, puis on disait, ah, ça peut servir. Donc, le fameux paradoxe. Pour effectuer une surveillance efficace, les investisseurs, ils veulent que vous ayez le plus de données possible pour surveiller, mais de l'autre côté, il faut les nourrir, puis c'est leurs données qu'il faut qu'ils donnent. Donc, comment on gère ce paradoxe-là de l'équilibre entre on collecte ce qu'il faut, mais pas trop. Rester dans le need to know pour faire le travail que vous avez à faire. Oui, c'est une bonne question. Je vais répondre en discutant deux exemples. Mais avant tout, je crois que notre tâche est peut-être un peu plus facile que celle des sociétés commerciales, car nous n'avons rien à vendre à personne. OK. Nous utilisons en même temps ce type d'outils pour faire le même travail qu'avant, mais plus rapidement, avec, j'espère, une meilleure efficacité. Il certainement existe des risques en matière de collecte et d'analyse d'une grande quantité de données. Mais du côté de l'OCRI, la plupart de ces risques liés à la gestion de la sécurité de l'information et la gestion des cyberrisques, plutôt que l'utilisation, je m'excuse, de l'IA comme telle. Un exemple. L'une de nos principales responsabilités est de surveiller les activités de négociation sur nos marchés financiers, sur les marchés des actions, les marchés des obligations et le marché des dérivés pour lequel nous travaillons en partenariat avec la Bourse de Montréal. Nous examinons actuellement jusqu'à 3 milliards de données par jour pour détecter des activités manipulatrices. 3 milliards. Personne ne peut traiter une telle quantité d'informations, pas même l'automatisation traditionnelle. Donc, nous avons adopté un certain nombre de modèles d'apprentissage machine pour dégager des tendances à partir des données. Il ne s'agit pas de renseignements personnels, mais de renseignements très importants sur les plans commerciaux. Donc, les données sont cryptées avant même qu'on les reçoive. En fait, l'identité des personnes ou des sociétés qui exécutent les opérations est doublement cryptée, de sorte que même les bourses où sont exécutées les opérations ne peuvent la voir. Et rien ne transite pas l'Internet public. Donc, pour nous, et depuis plusieurs années, l'IA fait partie de nos systèmes, tout comme les mécanismes rigoureux de protection des informations que nous traitons. Mais, parmi les autres responsabilités que nous assumons, il y a la convenance. Que les services de conseil en placement et de gestion des placements offerts par les gens que nous réglementons conviennent à leurs clients. Évidemment, on ne peut y arriver sans regarder les portefeuilles individuels et les mettre en parallèle avec les particularités des personnes à qui ils appartiennent lors des inspections. Il n'y a pas si longtemps, les inspecteurs le faisaient en visitant le bureau de courtier et en y consultant les dossiers individuels manuellement. Aujourd'hui, ce travail peut être réalisé avec l'assistance de l'IA. Par exemple, en matière de conduite des affaires, on reçoit un flux de données provenant de la base de données du courtier. Ces informations sont traitées par un outil développé par notre équipe analytique qui assiste les inspecteurs, entre autres, pour faire l'analyse de la convenance des comptes. Nous ne surveillons pas le client ni ses choix, mais plutôt les actions des conseillers et des courtiers
en nous assurant que les gens obtiennent les conseils et les placements qui leur conviennent. Ces efforts de développer des outils pour soutenir nos employés à remplir notre mandat, entre autres, reposeront entre autres sur l'IA. Mais pourrions-nous faire encore plus? Car l'IA excelle pour ce qui est de dégager des tendances à partir de données, des tendances que vous et moi aurions du mal à déceler. Donc, nous pourrions analyser chaque transaction qu'un courtier effectue pour chaque client en temps réel, comme nous le faisons sur les marchés. De cette façon, nous pourrions répondre plus rapidement et même être en mesure de prédire les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Mais malgré nos meilleures intentions, je ne suis pas sûr qu'une telle initiative serait bien accueillie ni par les investisseurs, ni par les conseillers. Nous nous appelons OCRE, pas Big Brother. Et une telle utilisation ignorait la réalité, comme il a été discuté déjà, selon laquelle ces outils prédictifs, bien que très bons, peuvent aussi échouer de façon spectaculaire de temps en temps. Donc, il faut revenir à notre mandat et avoir comme objectif, lors des inspections, de détecter les problèmes isolés et surtout les tendances de comportement problématiques. Avec l'IA comme outil, nous pouvons faciliter l'atteinte de cet objectif, mais toujours en laissant aux humains le jugement réglementaire concernant l'utilisation de tels outils et de telles données. On revient à la place de l'humain. Ouais. On ne peut pas tout impartir. Oui, c'est important de keep the humans in the loop. Oui, absolument. Je vais me tourner vers Patrick. Patrick, comment est-ce que l'IA va transformer ou transforme déjà l'expérience des Canadiens quand ils consomment des produits et des services financiers? De quelques manières déjà, même si on voit l'intelligence artificielle comme un phénomène qui accélère beaucoup récemment avec les nouveaux modèles. Vous savez, on s'est penché là-dessus depuis plusieurs années chez Intact en créant ce qu'on appelle un laboratoire de données qui adresse une partie des aspects de gouvernance, de protection des données, mais aujourd'hui, c'est plus de 500 experts qui développent des modèles, puis on a quelques centaines de déployés à travers nos opérations. Donc, ce qu'on remarque, c'est que l'intelligence artificielle a vraiment un potentiel d'améliorer l'expérience client d'une couple de façons. La première qui me vient en tête, c'est que l'expérience numérique est vraiment enrichie. Puis celle hors ligne également, quand que les outils sont là pour supporter les intermédiaires, les agents, les courtiers, etc. Ça augmente même la confiance des clients parce que l'offre de produits, la prestance de services, est plus personnalisée. Fait que ça, c'est au niveau de l'expérience client. Mais si je regarde au niveau des coûts, il y a quelques éléments importants à mentionner. L'intelligence artificielle, elle améliore beaucoup la segmentation des risques. Donc, la tarification se rapproche du risque individuel. Puis en assurance, dans un marché qui est aussi compétitif que celui du Québec, ce que ça veut dire, ça, c'est que ça augmente la variété des offres. Ça augmente le niveau de compétitivité. Ça augmente aussi l'accès à ces offres-là aux clients. Puis évidemment, au niveau des coûts opérationnels, là, il y a des grands avantages pour réduire les coûts opérationnels. Puis même si on dit du côté de la sécurité informatique que l'intelligence artificielle amène des risques additionnels de fraude, au niveau des assureurs, ça permet de diminuer la fraude. Ça permet beaucoup d'identifier des potentiels de fraude, ce qui aussi diminue les coûts. Donc, il y a plusieurs opportunités qui sont bénéfiques autant pour les clients, les entreprises financières que les intermédiaires de marché. Par contre, j'avais fait un excellent travail pour faire un portrait des différents risques au niveau de l'éthique, de la gouvernance. Je pense que c'est important lorsqu'on aborde l'intelligence artificielle, que chaque entreprise se munisse d'outils pour gérer ces choses-là. Chez nous, il y a 2 éléments primordiaux sur lesquels on se base.
Ça prend des mécanismes implantés de surveillance, pardon. De surveillance de ces modèles-là en temps réel pour s'assurer que l'output n'a pas introduit de biais parce que ces modèles-là sont mis à jour de manière régulière. Donc, ça prend des mécanismes en place qui surveillent l'output de manière continue. On s'est aussi muni d'un comité de gouvernance, un comité d'éthique à l'interne qui regroupe non seulement des gens des secteurs scientifiques, mais aussi les gens qui gèrent les opérations, qui sont responsables de l'expérience client, qui ont établi des principes directeurs en termes de protection des renseignements personnels, en termes d'accès à ces informations-là, parce qu'il faut les protéger, mais aussi en termes de est-ce que les modèles en place donnent les résultats qui étaient visés au départ. Donc, fort potentiel d'améliorer l'expérience client, de réduire les coûts. Puis je pense qu'il faut faire attention. Évidemment, il y a des risques à gérer autour de ça. Mais il y a des grands potentiels, puis il ne faut pas les ignorer. Merci, Patrick. Je me tourne vers Janie. On a déjà évoqué l'importance de l'humain. Dans votre univers, Janie, c'est celui de la PME. Vous l'avez mentionné. Le tissu économique, c'est celui de la PME. On associe presque toujours transformation numérique avec élimination d'emplois. On dit c'est bien, on va faire le virage numérique, on va éliminer tant d'emplois, on va être plus productif, on va être plus efficace. Mais je sais que c'est super important au fond, puis pour vous, de ne pas faire cette équation-là et qu'au contraire, c'est plus de l'enrichissement de tâches, de la préservation d'emplois. J'aimerais ça que vous me parliez de ce mythe que vous voulez déboulonner sur on transforme, on élimine. Bien, moi, je vais faire du pouce sur ce que Patrick fait. L'intelligence artificielle est là depuis longtemps. Ça a des bénéfices. On le voit dans plusieurs secteurs. On le voit dans le secteur, entre autres, des sciences de la vie. On est capable de prédire maintenant où les épidémies vont sortir, de mettre des centres de vaccination. Quand on a juste à regarder toute la question pour trouver des remèdes, on sait que ça coûte 1 milliard développer un médicament. Trouver un remède dans une maladie, c'est comme trouver une clé pour une serrure. Plus tu es capable d'utiliser l'intelligence artificielle pour savoir le nombre de dents que ça prend, mais tu es capable d'aller plus vite, de réduire tes coûts. Ce qu'il faut s'assurer, malgré tous les enjeux qu'on a parlé, il faut qu'on trouve ce chemin-là. Puis il faut que ce soit un chemin qui soit accessible à la PME. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, on en a beaucoup parlé, il faut que ça soit la technologie au service de l'humain et non l'humain au service de la technologie. Je vais peut-être prendre l'exemple de la robotisation. Quand la robotisation a commencé, tout le monde disait « Ah, la robotisation va éliminer des emplois, etc. » Nous autres, on a fait un pilote dans une de nos entreprises dans le secteur de l'aérospatial. Ils avaient 400 employés. On a fait la robotisation, puis à la fin, ils avaient 400 employés, puis c'était les mêmes. Ça fait que le point, c'est, tout est une question pour moi de planification, de transition juste, d'aider les gens à se familiariser avec l'intelligence artificielle. On a tendance, des fois, quand on part des pilotes, à mettre un petit groupe, mais l'intelligence artificielle, c'est une grosse gestion de changement, non seulement au niveau des entreprises, mais au niveau de la population, de rendre ça accessible à tous les niveaux, à la direction, d'encourager les entreprises à faire des pilotes, à en parler avec leurs employés, à le tester. On sait que le niveau d'échec dans ces projets-là est assez élevé, donc d'en faire plusieurs, de permettre aux gens de l'apprivoiser. Puis moi, je pense qu'à la fin de la journée, on va être capable de faire cette transition-là, puis de s'assurer que les gens, s'ils ont suffisamment de temps, ils vont grandir avec, ils vont être capables de repositionner, puis il va y avoir de l'emploi pour tout le monde. Mais la clé là-dedans, c'est de le planifier, de le faire. C'est un peu comme quand tu fais de la voile, puis tu fais un tac, là. Si tu passes tout droit, tu perds ton vent, puis si c'est pas ton équipage, il y en a une couple qui vont aller à l'eau, puis tu peux même avoir ton bateau qui chavire. Fait que tout est une question pour moi de transition, puis de mettre un contexte qui est favorable pour les PME, parce que les PME, tout comme les changements climatiques, s'ils ne font pas le virage d'incorporer l'intelligence artificielle, je pense qu'on va avoir des enjeux demain. Puis souvent, les entreprises, le pire défaut que tu peux faire, c'est que le quotidien prend tellement de temps et de stress que tout ce qui est 2 ans, 5 ans, ça tire sur ton bilan, ça tire sur tes ressources. Puis souvent, les gens, moindrement, qui ont des échecs, ont tendance à dire,
on va remettre ça demain matin. Fait que beaucoup, beaucoup dans la planification. Puis je pense que quand tu gardes l'humain au cœur de tes préoccupations puis de ton processus à la fin de la journée, c'est faisable et très réaliste de garder tes employés motivés là, à travers tout ça. Mais moi, je retiens dans ce que vous dites beaucoup la démocratisation. Faut se souvenir que l'intelligence artificielle, peu importe à quel secteur elle s'applique pour l'humain. Elle doit servir au bout de la ligne à améliorer la prestation de service, l'expérience de l'humain, la situation de l'humain. Donc, la démocratisation en amont, qu'on puisse savoir comment s'en servir, mais que démocratisation de son impact pour les humains. Quand vous dites, il y avait 400 employés, il y en a encore 400. Donc, ça a visiblement servi cette entreprise-là. J'imagine que le travail est probablement plus intéressant. L'entreprise a plus de chances de survie. Mais l'idée, c'est de penser que l'intelligence artificielle, c'est pas créé pour un trip de nerd, mais que c'est censé servir pour l'humain au bout de la ligne, peu importe l'application. Que les gens, beaucoup de la formation, inclure les gens dans le processus, c'est une grosse gestion de changement, mais c'est bien fait, ça donne des effets extraordinaires. Et on entend très clairement que dans le secteur financier, il y a énormément d'applications à l'intelligence artificielle, aussi bien au bénéfice des acteurs que des bénéficiaires des services financiers. C'est ce que je retiens. Puis les gens l'ont tellement dans leur quotidien en ce moment. On l'a tout sur Internet, puis tout ça, on s'attend à ça du secteur financier. Oui. On s'attend à ce que ça fonctionne. Mais j'aime aussi l'idée de la personnalisation, de dire, bien, si cette puissance-là existe, pourquoi on me propose un outil qui est pour tout le monde? Pourquoi l'intelligence artificielle n'est pas capable de comprendre ma situation à moi, que mon habitation, mon unité d'habitation se situe dans tel type de lieu, donc je devrais avoir tel type de couverture, que je viens de changer mon système de chauffage, que moi, je sais que je m'attends à ça du secteur financier, qu'ils me connaissent moi, s'il y a tant d'informations, pourquoi j'aurais un produit générique, puis qui apprennent avec mon passé, mes habitudes d'investissement ou peu importe, puis qui m'offrent les nouveaux produits qui sont mis en marché ou les nouveaux services. Puis, moi, juste en complément, l'intelligence artificielle a le pouvoir de nous aider à résoudre des questions importantes. Vous aviez posé une question sur le bien commun au départ, puis peut-être qu'on peut conclure avec le bien commun, mais on a juste à penser aujourd'hui à la problématique de vol automobile qu'il y a à travers le Canada. C'est épouvantable ce qui se passe. Puis, il n'y a aucune entreprise qui va être capable de résoudre cet enjeu-là par elle-même. C'est trop gros. Et il faut donc être capable de partager de la donnée. Il faut être capable de déceler des patterns de gestion de fraude. Il faut être capable de mettre en place, dans le fond, des outils qui vont nous permettre de le faire. Puis, moi, je suis convaincue que ces réponses-là ne peuvent pas être humaines uniquement. Il faut mettre l'intelligence de l'humain dans notre compréhension avec des outils nouveaux, parce que c'est une problématique qui est trop large. Puis l'intelligence artificielle va nous aider énormément, par rapport à ça. Fait que il y a l'intelligence pour, oui, ce qu'on est capable, dans le fond, d'améliorer en termes d'efficacité au quotidien, mais il y a l'intelligence artificielle aussi pour nous aider à résoudre des questions pour lesquelles on a atteint une certaine limite avec la donnée qu'on a puis avec la façon de les aborder. Fait que ça, je trouve qu'en termes de bien commun, puis on le voit, là, le sommet sur le vol automobile qui a eu lieu la semaine dernière a généré, dans le fond, certains investissements, certaines annonces qui vont nous permettre effectivement de mettre ça au service du bien commun. Mais je pense que c'est un excellent exemple, le vol de voiture. Donc, on passe au troisième thème, la littératie, l'éducation financière. Je vous fais un petit contexte. Donc, il y a une génération qui arrive à la retraite sans pouvoir compter sur les mêmes régimes généreux que la génération qui l'a précédée. On voit des retraités qui retournent travailler, puis c'est pas juste parce qu'ils s'ennuient à la maison avec leur conjoint. Les jeunes qui joignent le marché du travail dans un contexte de crise du logement. Et ces jeunes-là sont très conscients que le contrat social a été rompu. Alors que la génération d'avant s'est fait dire, si tu travailles fort, si tu as un bon emploi, tu vas pouvoir avoir une maison. Puis aujourd'hui, les jeunes savent très bien qu'ils ont été floués et que c'est pas vrai, qu'ils pourront pas se loger à prix raisonnable. Donc, chaque moment de la vie nécessite de l'éducation financière pour faire des choix éclairés. Et encore plus aujourd'hui, le ministre nous l'a rappelé, ce midi, j'ai beaucoup aimé quand il a dit « L'information existe, mais elle ne se rend pas. Il faut qu'elle se rende au bon moment, mais moi, je rajoutais de la bonne façon. Parce que je suis pas sûre qu'on éduque les jeunes TikTok à l'éducation financière de la même façon. Puis je regarde mes fils. Pour leur parler de finances, il faut que je sois song and dance. Fait que je pense que il faut que le secteur financier apprenne à faire comme moi puis être un peu plus song and dance. Donc, je vais commencer par Janie.
Donc, Janie, je sais que ce qui vous préoccupe énormément, c'est la crise de retraite qui nous pend au bout du nez. J'ai donné un petit avant-goût dans ma présentation. Donc, vous dites qu'on crée au Québec les retraités parmi les plus pauvres au Canada. C'est excessivement inquiétant. Alors, qu'est-ce qu'un investisseur comme le fonds peut faire face à ça dans un contexte de littératie financière? Effectivement, je pense qu'en ce moment, on parle beaucoup de crise du logement. La prochaine crise qu'on va parler, c'est la crise de la retraite. On voit 25% des Américains qui ont reporté la date de leur retraite parce qu'ils ne sont pas capables de prendre leur retraite. 56% des gens qui, avoir su, j'aurais dû plus épargner. On a près de 40% des retraités au Québec qui font appel au supplément de revenu garanti. Ça veut dire qu'on crée au Québec presque les plus pauvres retraités à travers le Canada. Puis ça, c'est complètement inadmissible. Tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens travaillent toute leur vie et se retrouvent devant rien à la retraite. Donc, il y a un enjeu important d'éducation. Puis comme tu disais, comment on fait pour rejoindre ces gens-là? Puis je pense personnellement que les entreprises ont un rôle à jouer là-dessus. On sait, puis tu en as parlé un petit peu, 6 travailleurs sur 10 au Québec sont laissés à eux-mêmes pour épargner, puis ils n'ont pas nécessairement reçu l'éducation pour le faire. Qu'est-ce qu'on fait? Plusieurs choses. La première, on a un peu de place pour rentrer des nouveaux actionnaires à chaque année. On s'est donné la cible que 20 000, la moitié de ceux qu'on rentre à chaque année, ça soit des gens qui gagnent moins de 55 000 ou qui n'ont pas de régime de retraite. Comment on fait ça? Beaucoup par de la formation, mais comme tu disais, de la formation qui est adaptée. On va en entreprise et puis on a une formation qui est vraiment donnée par des travailleurs aux travailleurs. La meilleure manière de faire comprendre à quelqu'un l'importance d'un budget, l'importance d'épargner, bien souvent, c'est quand quelqu'un qui a ton vécu, qui te parle avec les mots, puis son contexte à lui, c'est beaucoup plus porteur avec son histoire que, je m'excuse, un prof d'université. Donc, on fait beaucoup de formations. On a fait un pilote dans la dernière année. Et puis, en sortant avec une formation juste sur l'épargne et comment monter un budget, 25% des gens en sortant ont pris un REER. Donc, on en a fait beaucoup. On est rendu, je pense, à 850 employés qu'on a formés dans la dernière année. Ça fait que je pense que ça passe beaucoup, beaucoup par la formation. Puis je pense que les entreprises ont un rôle à jouer. Quand je me disais comment faire ça, je me disais, imaginez-vous l'atmosphère dans votre entreprise si 25% de vos employés se rendent tous les matins, là, mais ça ne leur tente pas, puis sont obligés parce qu'ils ne sont pas capables de prendre la retraite. L'impact sur le reste de toute ta force de travail, je me disais, l'impact sur notre société d'avoir autant de monde qui sont pauvres et qui ne sont pas capables de prendre la retraite, il faut vraiment, vraiment qu'on fasse quelque chose. L'autre chose aussi, on a commencé, nous autres, à développer quelque chose pour les femmes, parce qu'on sait que les femmes, je ne sais pas si c'est à cause de ton algorithme, mais les femmes épargnent. Oui. Épargnent moins que les hommes. Moins. C'est-à-dire, il y a 21% de moins de femmes qui prennent un REER que des hommes, puis celles qui épargnent, c'est 41% de moins d'argent de côté qu'elles mettent. Donc, un gros besoin de voir comment est-ce qu'on est capable de les aider. Puis on a développé aussi quelque chose de particulier pour les nouveaux arrivants. Fait que oui, pour nous, la retraite, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur puis qui nous préoccupe beaucoup. J'ai eu une anecdote fort savoureuse par rapport à l'impact de la littératie financière. Donc, j'ai interviewé une jeune femme qui a 25 ans, qui, elle, est en couple avec un jeune homme d'à peu près le même âge, puis elle vient de payer ses dettes d'études. Mais le jeune homme, lui, il les a visiblement payées avant elle, puisqu'il est déjà en train d'investir. Fait que son chum a des investissements, elle n'en a pas. Il se vante un petit peu. Il lui dit « Ah oui, j'ai investi là, et puis il aime ça dire beaucoup de buzzwords. » Fait qu'elle, elle comprend rien, puis ça l'a gelé complètement. Fait qu'elle est sûre qu'elle ne sait pas comment investir, puis elle est sûre qu'elle est bien trop vieille pour commencer à 25 ans. Puis là, elle a eu une formation au milieu de travail. Puis là, grâce à la formation expérientielle, donc d'autres de ses collègues disent « Maman, voyons donc, t'es pas trop vieille, 25 ans. » Donc, depuis ce temps-là, elle investit. Mais si elle n'avait pas eu cette formation-là, elle était sûre que sa vie était finie. Le 25 ans, son chum, ça fait déjà 3 ans qu'il investit. Elle, c'est beaucoup trop tard pour commencer. Puis là, elle dit,
dans la formation, j'ai tout compris. Mais quand mon chum me parle, je comprends rien parce qu'on dirait qu'il fait exprès, tu sais, pour montrer qu'il est bien, bien bon, puis que lui, il investit là, puis là. Donc, j'ai trouvé ça savoureux dans la bouche de cette jeune femme-là de dire, finalement, c'est pas trop vieux, 25 ans pour commencer. J'étais là, non, c'est pas trop vieux, mais il y a tellement de mythes quand il s'agit de la littératie financière, puis il y a des mythes puis beaucoup de jugements. du jugement. Les gens Oui. ont l'impression 40 ans, il n'est jamais trop Ouais. tard à la fin de la journée. Oui, ça peut être... tu peux avoir à épargner un peu plus quand tu commences plus Ouais. tard, mais il y a beaucoup, beaucoup de mythes à C'est ça, démêler. exactement. Énormément. Je me tourne vers Geneviève, puis on va parler des jeunes. Donc, l'éducation financière, on va être objectif, même si je suis dans une salle de financier, c'est pas super sexy. Fait qu'il faut faire un effort pour rendre ça intéressant parce que c'est utile. Il n'y a aucun doute que c'est utile, mais c'est pas très sexy. Donc, comment on fait pour s'adresser à eux pour qu'ils aient envie de nous écouter, pour aller sur leur terrain? Parce que cette jeune femme-là, ben, elle était chanceuse dans son entreprise pendant sa formation. Il y a quelqu'un d'autre du même âge qui a dit, voyons donc. Mais si elle n'a pas de formation d'entreprise, donc, comment on fait quand on monte des campagnes? Comment on leur parle aux jeunes? Merci, c'est une bonne question. Ça me fascine toujours ces questions-là parce qu'on en jase entre nous autres, puis on discute de ça entre nous autres. Puis c'est très, très rare qu'on a des jeunes avec nous autres pour en parler. Nous, on a 3 enfants à la maison, 29, 27, 22. Alors moi, je dis toujours que je passe au cash tous les dimanches. Parce que tous les dimanches, quand on discute de ces questions-là, ils sont fascinés par le fait qu'on discute de ça entre nous, pour eux. Alors, j'ai quand même testé certaines des choses que je vais vous amener aujourd'hui pour être certaine que ça fonctionne. Mais Diane, vous avez déjà évoqué plusieurs des éléments. Si aujourd'hui, là, quand on a, mettons, entre 25 et 35 ans, on est dans quel environnement? Bien, on est dans un environnement où on a accès à une tonne d'informations. Il faut savoir faire le tri. On vit dans un contexte, dans le fond macroéconomique, qui n'est pas favorable pour nous. Puis là, vous allez me dire, à chacune des générations, on a eu à dealer avec notre propre lot d'enjeux, puis on a trouvé nos propres solutions, comme eux vont trouver aussi leurs propres solutions. Mais ceci étant dit, quand on parle d'accès à la propriété, c'est une de leurs préoccupations. Puis une de leurs préoccupations, c'est de dire, bon, quand je regarde ça juste à haut niveau, j'ai de la difficulté à voir comment je vais pouvoir accéder à la propriété. Puis là, ben, tu sais, quand tu te mets à avoir cette conversation-là avec eux, ben, il faut commencer par, tu sais, qu'est-ce que tu gagnes aujourd'hui, puis qu'est-ce que tu es capable d'investir. Et je pense que la vraie question, vous la posez, puis la vraie question, le ministre l'a mis sur la table ce matin, comment rejoint-on les jeunes et de quelle façon? Parce que l'information, elle est là, elle existe, mais est-ce qu'elle est construite pour que ça soit intéressant pour eux autres? Et là, je me suis intéressée à certaines statistiques, entre autres, là, puis c'est pour ça que j'ai mes documents avec moi aujourd'hui. Mais Jean-Marc Léger, Jacques Nantel ont produit une étude récemment sur les Y et les Z. Alors, on se souvient que les Y, c'est ceux qui ont entre 30 et 45 ans, les Z qui ont entre 15 et 29 ans. Puis après ça, il y a les alphas, là, on n'a pas fini. Fait que les Y, les Z, les alphas. Alors, ils ont commencé à étudier, entre autres, les Y et les Z, particulièrement sur ces questions-là, pour comprendre comment ils réfléchissent. Et ils ont qualifié cette génération-là, disons les Y et les Z, de cheap. Pourquoi c'est une génération qui est cheap? Parce que c'est une génération qui en veut beaucoup, beaucoup pour leur argent. Puis l'exemple qu'ils donnent pour illustrer ça, entre autres, c'est que cette génération-là, ils vont manger cheap la semaine, pour que le vendredi soir, ils soient capables d'aller au restaurant, de se payer un bon resto, puis de le mettre sur Instagram ou sur TikTok. Alors, on est vraiment dans une génération qui dit, je vais choisir où est-ce que j'investis mon argent. Non seulement il faut que ça soit bon le vendredi soir, mais il faut que ça paye au niveau de mes likes. Fait que ça témoigne du fait qu'on n'est pas beaucoup dans le fond, on est beaucoup dans la surface, beaucoup dans qu'est-ce qui paraît. Et donc, ça fait en sorte que... quand on réfléchit à des questions aussi sérieuses que comment tu gères les sous disponibles que tu as, il faut qu'on les rejoigne autrement. Parce qu'au point de Janie, là, si on les assoit dans une classe pour leur expliquer ça, on risque de passer pas mal à côté. Il y a 3 données que j'ai retenues quand on s'est questionné sur cet élément-là. Aujourd'hui, là, je ne sais pas si on réalise ça, mais il y a 30% des jeunes qui sont considérés dans une situation précaires, qui vivent d'une paye à l'autre, qui ont de la difficulté à prévoir ce qui va se passer la semaine suivante. Donc, c'est difficile quand on pense à ça, de leur dire, bien, écoute, est-ce que tu es capable de mettre des sous pour en mettre dans ton régime de retraite?
il y a 74 des moins de 35 ans qui considèrent ne pas avoir la littératie financière pour être capable de faire un budget puis être capable de planifier un peu d'épargne pour être capable de le placer. Pas 20 74 Fait que c'est assez élevé. Puis, les jeunes sont confrontés à un niveau de dette de plus en plus élevé. Vous l'avez évoqué, Diane, tantôt, entre autres au niveau de la carte de crédit. Le solde moyen des jeunes est à 3 100 de dette, alors qu'ils ne sont pas capables, sur leur carte de crédit, qui est constant, ils ne sont pas capables d'y arriver. Fait que quand on aligne ces éléments-là, on se dit il faut les rejoindre, pardon. Et je vous ai apporté une couple d'exemples, entre autres, pour voir un peu où est-ce qu'on peut aller les rejoindre. Et là, moi-même, j'ai découvert des choses là, sur les moyens qu'on peut utiliser. Un des premiers moyens, vous l'avez évoqué tantôt, c'est l'utilisation de jeux. Il faut que ça soit le fun. Ils jouent beaucoup, on le sait, ils passent beaucoup de temps devant leur écran, ils jouent beaucoup. Et j'ai retenu 3 éléments que je veux mettre sur la table. Un, des simulations boursières faciles d'accès. Il y en a. Il y a différentes organisations qui en ont produit. C'est une façon de les rejoindre. Le deuxième élément, entre autres, la zone jeune, je m'occupe de mes affaires à l'AMF. On est allé fouiller là-dessus. Il y a des choses intéressantes. Alors, comment on est capable d'amener ça auprès de nos jeunes? Il y a un jeu de soccer financier qui a été construit au cours de la Coupe FIFA, la Coupe du monde en Europe. Et le jeu, dans le fond, là, c'est un jeu de soccer qui leur montre à faire de la planification budgétaire, qui leur montre à investir. Et donc, c'est très, très intéressant. Fait que quand on regarde la population de nos jeunes, ils sont intéressés par ces jeux-là aussi. Fait qu'il y a une façon d'amener ça. Le deuxième élément, c'est de créer des programmes personnalisés qui tiennent compte des caractéristiques de chacun des jeunes. Ils n'ont pas le goût qu'on leur parle de la situation des autres. Ils ont le goût qu'on soit capable d'aller les rejoindre pour dire, toi, qu'est-ce que tu gagnes aujourd'hui? Qu'est-ce qui te reste comme revenu discrétionnaire? Veux-tu commencer pour... Fait que donc, le rôle d'accompagnement de conseillers qui sont vraiment centrés sur le besoin du jeune peut être intéressant. Puis évidemment, on l'a évoqué tantôt aussi, les supports innovants. Alors ça aussi, ça a été testé. Il faut qu'on soit dans leur techno. Si on est papier, ça ne fonctionne pas. Si on est trop académique, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on soit dans leur mode d'apprentissage. Puis leur mode d'apprentissage, il est vraiment au niveau de la technologie. Fait que là, la journée où on va être capable de combiner toute l'information qu'on a, puis qu'on la mette dans des outils qui les rejoignent, on risque d'y arriver plus facilement. Et là, de quelle façon on peut les rejoindre, ce qui apparaît comme être quelque chose qui pourrait fonctionner, c'est entre autres d'utiliser des influenceurs. Alors, ils vivent aujourd'hui par les influenceurs. Tout ce qu'ils font découle souvent des influenceurs. Alors, comment peut-on identifier des influenceurs qui les rejoignent, s'assurer qu'ils transportent ce message-là, s'assurer qu'ils les amènent vers, dans le fond, des modes un peu plus ludiques pour apprendre ça? Et on va le démocratiser de façon beaucoup plus importante que si on essaie de le faire de façon trop structurée. Donc, le mode d'apprentissage important, la personne qui transporte le message, Annie l'a évoqué tantôt, des travailleurs pour parler à des travailleurs, des jeunes influenceurs pour influencer des jeunes. Il faut réfléchir autrement. Donc, moi, je pense qu'on est capable d'y aller. Ça nous appartient. Puis, de grâce, amenons-les autour de la table pour nous aider à définir qu'est-ce qui va être le mieux pour les rejoindre.